Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons d'OSINT. Et cette fois, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Steven qui nous a fait l'honneur de sa présence à Casablanca. Ce qu'on a fait, on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions. Pour ceux qui ne m'ont pas encore rejoint sur Instagram, mon Instagram s'affiche en ce moment à votre écran. Mais avant de commencer, Steven, est-ce que tu peux te présenter à la communauté ? Oui, bien sûr. Donc, Steven Defous, moi je suis formateur et analyste dans un cabinet d'intelligence économique et je suis aussi co-responsable du club OSINT Éveil de l'école de guerre économique. Bon, vous nous excuserez, on a un seul micro parce qu'on a eu des problèmes. On a passé 3 heures à préparer ce tournage. Donc au final, pour avoir un bon son, on est resté sur un seul. Avant de passer aux questions, déjà, est-ce que tu pourrais introduire l'OSINT à la communauté ? L'OSINT, donc c'est 5 lettres qui sont un acronyme qui veut dire Open Source Intelligence ou renseignement d'origine source ouverte, ROSO en français. Ça désigne concrètement l'exploitation de sources d'informations. Donc ça peut être des sites internet, des blogs, des réseaux sociaux qui sont accessibles légalement. Donc on est assez pointilleux sur le côté légalité, à tout à chacun, à des fins de renseignement. Voilà. Donc ça consiste concrètement à collecter et analyser une information disponible en source ouverte. Évidemment. Le côté légal, c'est très bien que tu en parles et on va approfondir par la suite. On va passer déjà aux questions. Première question qui nous vient de Nathan BSL. Quel type de métiers peuvent être faits en rapport avec ce domaine ? Donc concrètement, qui peut faire de l'OSINT ? Déjà, tout le monde peut faire de l'OSINT, même dans le cadre de son métier. Et parfois, on en fait même sans savoir qu'on appelle ça OSINT. Mais sinon, si on doit dresser un panorama des différents métiers, ça peut être des forces de l'ordre, des services gouvernementaux, des services de renseignement, des agents de recherche privés, ce qu'on appelle des détectives, les ARP, des avocats, des juristes, des cabinets d'intelligence économique, des chercheurs, des étudiants, ça peut être des ONG. Même dans le domaine marketing. Hein, dans le domaine marketing, bien évidemment, même des commerciaux dans le cadre de recherche d'appels d'offres, par exemple, pour acquérir de nouveaux marchés également, cartographier un secteur. Des passionnés, des avocats, des juristes. En fait, concrètement, tout le monde peut faire de l'OSINT, c'est ce qu'il faut retenir. Question de Jean Kieffer qui te demande quel parcours as-tu eu et aussi comment se lancer dans l'OSINT. Après une école de commerce, j'ai suivi un master stratégie et intelligence économique à l'école de guerre économique de Paris. Et en parallèle de ça, moi je me suis formé grâce à des associations et grâce à des communautés. J'ai suivi en fait des masterclass pour me perfectionner sur certaines thématiques, me spécialiser dans l'OSINT. Comment démarrer un OSINT ? Je dirais qu'il faut être curieux dans un premier temps, rejoindre des communautés, regarder ce qui est déjà fait, lire des articles, suivre des comptes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Il y a des newsletters aussi qui sont faites. Concrètement, l'OSINT, il faut surtout la pratiquer en fait. C'est une discipline qui se pratique. Donc, je dirais qu'il faut avoir une forme de méthodologie, de rigueur. Et sur ces sites, les communautés qui existent, il y en a plusieurs, vous pourrez trouver des articles par où commencer. Mais concrètement, il faut pratiquer. Il faut faire des challenges, il faut vraiment pratiquer. L'OSINT, c'est une discipline qui se pratique. Voilà. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est comme le pentest, quoi. Il faut pratiquer et il faut s'instruire. Il faut faire de l'autodidacte aussi. Pas besoin d'aller en école, pas besoin... Exactement. Parce que souvent j'ai ces questions aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent dans quel centre je dois m'inscrire ou bien quoi. Aujourd'hui, on a la chance en 2023 de ne pas forcément... Moi, mon parcours dans le pentest, c'est de l'autodidacte. Et aujourd'hui, je travaille dans le domaine, tu vois. Et j'ai acquis des certifications sur Internet. Benjamin MRA qui te demande à partir de quel moment la frontière de la légalité est franchie en OSINT ? À partir de quel moment la frontière de la légalité est-elle franchie en OSINT ? Dès qu'on fait concrètement quelque chose d'illégal, dès qu'on fait du vol, du piratage, tout simplement. On parle souvent d'informations blanches, d'informations grises ou d'informations noires. Bon, c'est vrai que parfois la limite n'est pas bien définie, mais en revanche il y a une réelle prise de conscience de la part des professionnels de la discipline et on est en train de rédiger un livre blanc avec plusieurs personnes des différentes communautés pour justement traiter de ce domaine-là, traiter de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut surtout ne pas faire dans l'OSINT. Et c'est important de le définir. Et ce livre blanc, il sortira normalement courant avril 2023 et il sera disponible sur Internet pour vraiment tout le monde. On a essayé de faire un petit guide initiatique à l'usage de la personne qui fait de l'OSINT ou qui souhaite en faire
pour comprendre et définir justement le cadre juridique. Super, quand ça sera sorti, je partagerai avec la communauté, surtout que c'est un livre blanc, donc ça sera gratuit, il faudrait en profiter. Et puis voilà. C'est très compliqué de savoir en fait si on est dans la légalité ou pas. Même nous, parfois dans le pentest, quand on fait des recherches ou quand on fait des trucs, parfois tu rentres involontairement dans un cadre illégal, mais dès que tu as conscience de ce que tu es en train de faire, tu fais machine arrière. Oui, après il faut toujours considérer justement ce cadre légal dont tu parles. Est-ce que j'ai la légitimité de pouvoir enquêter sur une personne ? Est-ce que j'ai une lettre d'émission qui me permet de le faire ? Quel est mon contexte en fait ? Quel est mon cadre ? Concrètement, un professionnel n'ira jamais enquêter sur une personne si c'est dans un but de nuire ou sans réel contexte. Ouais. En fait, faut vraiment avoir cette légitimité encore une fois, et c'est très important de différencier l'OSINT du stalking par exemple ou du doxing, parce que parfois certains peuvent faire l'amalgame, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai. Il y a une question qui revenait souvent. C'est quels sont les outils qu'on peut utiliser pour faire de l'OSINT concrètement ? Il y a plein d'outils, vraiment. Il existe toujours plein de boîtes à outils ou de workflow avec différentes use cases, mais il faut simplement comprendre qu'il n'y a pas d'outils magiques. C'est pour ça qu'on va toujours privilégier, nous, ce qu'on appelle la méthodologie, la méthode, plutôt que les outils. L'OSINT, c'est une discipline qui est disruptive, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en mouvement. L'outil qui fonctionne aujourd'hui peut être obsolète demain. Exactement. Parce que la faille que tu as trouvée, ou en tout cas la façon de chercher l'information, ça peut être patché, il y a des mises à jour qui sont faites, tout bouge, quoi. D'où l'intérêt en même temps de rejoindre des communautés pour s'échanger les bonnes pratiques, les tips, les astuces, c'est très important. Mais on peut quand même faire de l'OSINT avec des outils, bien évidemment, ça aide, ça facilite la tâche, même sans forcément avoir recours à des logiciels qui sont payants. Il existe plein d'outils qui sont gratuits, il y en a plein. Par exemple, je vais en citer peut-être 2 qui sont les plus connus, dont un en plus par un français qui s'appelle Epios, qui sert à faire de la désanonymisation d'adresses mail. Concrètement, ça vous dit quel compte est relié à telle adresse email. Vous avez aussi un outil qui s'appelle whatsmyname.app, qui énumère presque sur plus de 600 sites sur quel site est inscrit un pseudo. Et il en existe encore plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, faire attention à ce qu'on appelle aussi les boîtes noires. Donc, c'est-à-dire que vous allez incrémenter d'une information un outil magique ou un outil, et derrière ça va vous sortir plein d'informations, mais concrètement on ne saura pas d'où ça vient. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a 2 principes clés dans l'OSINT. La première, c'est que l'information doit être légale, accessible à tout à chacun. Et la deuxième, c'est la réversibilité de la méthode. Ce qu'on appelle aussi la traçabilité. Concrètement, c'est que chacun puisse refaire le même chemin d'information que vous. Donc si vous avez un outil qui vous donne une information, c'est très bien. Mais en revanche, si vous ne savez pas comment vous l'avez obtenue, cette information, c'est moins bien. Et là, ça pose des questions éthiques et même légales parfois. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que ça dépend aussi des données qu'on a, des premières données. Et si on a un numéro de téléphone, on saura quel outil on devra utiliser, adresse email, etc. C'est de l'énumération, c'est de la reconnaissance, c'est du footprinting, c'est ce qu'on utilise aussi en pentest externe. Et comme tu l'as dit, par exemple, il y avait des outils dont je parlais côté OSINT, et tu avais des personnes qui me disent non, mais ça marche plus. Oui, mais au moment où je parlais de l'outil, il marchait encore. Ouais, c'est ça. Ou je dirais tel ou tel outil, on dira non, mais pour tel outil, par exemple, pour les numéros de téléphone, c'est juste pour les États-Unis. Oui, mais et si la personne, le profil que tu recherches aux États-Unis? Voilà, tout dépend de ta cible. Tout dépend de la cible, tout dépend de toutes ces informations. On va passer à une question qui est très intéressante, je trouve. Quelles sont les différentes communautés qu'on peut rejoindre, les communautés francophones, pour apprendre l'OSINT? Déjà, je vais placer mon serveur Discord, Génération XY. Je te laisse la parole. Bon, j'espère qu'il y aura des synergies qui pourront se faire avec ton Discord en tout cas. Mais concrètement, le paysage de l'OSINT francophone est très vaste et très riche, et on a vraiment de la chance, nous, d'avoir des communautés qui sont actives, et elles se regroupent autour de plusieurs initiatives.
à mon tour de faire du placement de produits. Il y a le club OSINT Éveil de l'école de guerre économique, dont je fais partie, dont je suis un des co-responsables. Nous, on essaye de faire des challenges, de promouvoir l'OSINT. On a également une newsletter qui s'appelle le MagOSINT, qui s'affiche sur votre écran. Et dedans, on va présenter des articles, des outils. On va également regrouper tous les événements qui ont lieu en lien avec l'OSINT et la veille aussi. On va proposer un petit challenge GeoInt chaque mois. On terminera en douceur avec un petit mème. Mais il y en a d'autres. Vous avez la plateforme de challenge osint.eu. Donc c'est une plateforme communautaire qui permet également de débuter l'OSINT avec des articles, pas à pas. En plus, vous pouvez le faire en équipe, c'est gratuit, il y a plein de niveaux, donc c'est vraiment progressif. Ça permet de monter en compétences. Vous avez l'association Open Facto. Donc là, le profil il est un petit peu plus orienté ONG, journalistes, mais pas que, qui font vraiment du travail remarquable. Ils font de la formation, ils font également des articles et des investigations, notamment, moi je souligne ce qu'ils font par rapport à Wagner. Ils ont monté un Twitter et toute une série d'articles qui s'appelle Horizon Wagner, qui va enquêter dessus, sur les différents crimes de guerre également de la Russie, donc c'est vraiment pas mal. Et vous avez le projet Fox, qui est une communauté sous pseudonyme, qui est plus orientée cybersécurité, renseignement, géopolitique, qui produit aussi des articles, qui fait le prochain challenge du OSINT du FIC aussi, le Forum international de la cybersécurité. Et enfin, vous avez la plus grosse communauté française francophone qui s'appelle OSINT-FR, qui a plus de 10 000 membres sur son Discord et qui fait des challenges également, qui fait des articles et qui fait des investigations, notamment pour lutter contre la pédocriminalité ou même des fois s'entraîner sur des notices rouges d'Interpol. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. Mais tu nous as fait découvrir, moi j'en connaissais certains, d'autres j'en connaissais pas. Par exemple, osint.fr, je connaissais pas, je te l'avais dit. Donc apparemment une superbe communauté. Question de Hassan MNE. Peut-on en faire notre métier? Si oui, faut-il une certification requise ou c'est juste par passion? Alors est-ce qu'on peut en faire un métier ou c'est juste de la passion? Je vais dire les deux. Et je vais même citer une citation de Confucius qui disait choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Bon, c'est un petit peu bateau, mais concrètement, on peut en faire son métier. Oui, on peut aussi en faire dans le cadre privé comme passion, comme loisir, c'est possible. La deuxième question c'était est-ce qu'il y a besoin d'une certification, de diplôme? On l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on peut le faire en autodidacte, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'existe pas encore de label ou vraiment de certification pure OSINT, mais en revanche il y a tout de même des cursus qui enseignent l'OSINT. Il y a même une prise de conscience maintenant, je dirais, dans les établissements supérieurs pour avoir une initiation, une introduction. Et je pense qu'aujourd'hui, tout un chacun avec Internet peut se former. Quelle est la plus grande découverte que tu as eu à faire? La plus grande découverte que j'ai eu à faire, je dirais que c'est retomber sur mon vieux Skyblog. Ça, c'est ça. Parce que je l'ai fait. Tu l'as fait aussi? Ouais. Je l'ai fait aussi. Et là, tu te dis, waouh, ouf. Et là, on se dit, comment est-ce qu'on peut supprimer ça? J'assume pas mon moi d'il y a 15 ans. Ouais. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Skyblog, parce que peut-être qu'il y a un problème générationnel, mais en fait, c'est l'ancien Facebook, ou plutôt l'ancien Instagram. Voilà. De l'époque. Concrètement, c'est ça, parce que quand je teste un nouvel outil, je le teste d'abord sur moi-même, pour savoir ce que je peux trouver. Moi, j'aurai des résultats qui seront pertinents ou non. Et en testant des outils, un petit peu en regardant les traces numériques que j'ai laissées, je suis tombé sur mon Skyblog et je dirais que c'est la plus grande découverte que j'ai faite. J'ai eu à le faire personnellement, pour voir les comptes que j'avais créés, etc., pour éviter qu'une personne mal intentionnée puisse les utiliser contre moi. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, tu as plein de personnes qui laissent des choses sur Internet et aussi qui ne savent pas qu'elles peuvent supprimer ces choses aujourd'hui sur Internet. Je pense que c'est la plus grande découverte dont tu peux parler face caméra, parce que tu as découvert des trucs beaucoup plus chelous en réalité sur Internet. Après, c'est la plus grande découverte que j'ai faite, en effet. Là, on va passer à la question comment protéger nos données contre l'OSINT et d'une personne malveillante? Comment protéger ces données contre l'OSINT et des personnes malveillantes? Je dirais tout d'abord avoir une bonne hygiène numérique. Essayer de reprendre un peu le contrôle sur ce qui se dit sur nous, reprendre le contrôle de ces données. Et regarder, faire une veille sur soi-même pour se dire, quand je tape mon nom, mon pseudo dans Google, qu'est-ce qui ressort?
Et est-ce que ces informations-là, j'ai envie qu'elles soient toujours présentes sur Google? Est-ce que je suis prêt à les assumer? Je repense au Skyblog. Est-ce que dans 10 ans, est-ce que je ne vais pas regretter d'avoir posté telle chose? Donc dans un premier temps, il y a, je pense, Une prise de conscience. une prise de conscience à avoir, une philosophie à avoir, et il faut réfléchir avant de cliquer, avant de poster cette photo, cette publication. Cet article, c'est très important. Comme je t'ai dit, moi, j'ai eu à le faire. Ouais. Tu sais, tu as des personnes mal intentionnées, en fait, elles me sortaient mon prénom entier en commentaire, avec clin d'œil. Genre, le mec, il m'a hacké. Ouais. Mais Je t'ai le malheur démasqué. pour lui, et ce que pas mal de personnes ne savent pas, et je t'en avais parlé et je t'ai expliqué pourquoi pour le moment je suis pas en France, mais ce que tu sais pas, c'est que moi j'ai une triple identité. Je parle administrativement parlant. Malheureusement, que j'essaie de résoudre. Donc, quand on me disait tel ou tel nom ou telle information, je savais d'où exactement il avait pris. Et ce que cette personne ne sait pas, c'est con, parce que moi je l'ai déjà fait. Je sais exactement. Si tu vois un truc sur Internet, crois pas que tu m'as hacké. Si c'est là, c'est que, Ouais, c'est que tu en es conscient. c'est que t'as je suis décidé. conscient, j'ai décidé que ça soit là. Et aussi, faut comprendre qu'il y a une différence, et ça tu vas l'expliquer, entre faire de l'OSINT et faire de l'OSINFO. Oui. Ça tu l'expliqueras en détail un peu Ouais, bah, plus, pas de problème. Ouais. plus tard, mais il y a cet amalgame généralement chez les personnes. Pour compléter, comment se protéger? Paramétrer peut-être mieux ses configurations, ses paramètres de confidentialité dans les réseaux sociaux, je dirais, et regarder avec un autre compte ou avec un autre ordinateur un peu ce qui ressort sur nous-mêmes, ne pas hésiter à demander la suppression de ses données personnelles. En fait, on a le droit à l'oubli sur Internet. Surtout avec le RGPD. Avec le RGPD, exactement, il y a ce qu'on appelle un DPO, un Data Protection Officer. Donc il ne faut pas hésiter à le contacter en regardant sur les sites internet. Dans les mentions légales, vous trouvez les contacts, les références pour pouvoir demander la suppression de ces données personnelles si c'est indexé sur un site. Ou sinon, sur Google, par exemple, on peut demander à retirer une page du référencement de Google. Et après, il faudra refaire le même travail, ou en tout cas sur d'autres moteurs, comme par exemple Bing ou Yandex. Il faut se dire que tout n'est pas sur Google, il n'y a pas que Google, et d'où l'intérêt en même temps de croiser ses recherches sur les différents moteurs de recherche. Tout compte fait, on vous laissera des liens dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront suivre les démarches. Je sais qu'il y avait le CNIL qui avait partagé un article. Ouais, il y a la CNIL, il y CNIL, a pas mal de sites qui le permettent, puis je mettrai les raccourcis et je te les donnerai pour En pouvoir description supprimer ces données. Question de Gogot. Quelle information peut-on tirer d'un numéro de téléphone? On peut tout d'abord regarder avec un numéro de téléphone sur les moteurs de recherche, ce qui ressort, s'il ressort à quelqu'un, ce qui se dit de ce numéro, si c'est une arnaque, parce qu'en ce moment il y en a beaucoup d'arnaques avec des numéros de téléphone. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi à mettre ce numéro sous différents formats, avec les indicatifs, sans les indicatifs, en plus 33, entre parenthèses 6, etc. Et on peut avoir d'autres occurrences également. Sinon, moi je conseille d'utiliser un téléphone démarqué et de faire ce qu'on appelle une synchronisation de contacts de répertoire et de regarder est-ce que notre cible possède un compte WhatsApp, Telegram, Signal, et ça nous permet déjà d'avoir des pivots en fait. C'est ce qu'on appelle des pivots. Il existe aussi plusieurs applications. Truecaller. Voilà, exactement. Qui vont vous dire à qui appartient ce numéro de téléphone. Alors moi, je déconseille vraiment d'installer ce genre Parce que ça d'appli sur son téléphone perso. Ouais. En revanche, sur un téléphone démarqué, vous pouvez le faire. Parce qu'effectivement, c'est gratuit, c'est toi le produit, on va dire. Exactement. Et là, typiquement, dans ce cas de figure, ça va aspirer toutes vos données. Ça va aspirer beaucoup, beaucoup de choses, même des choses qui vont au-delà de simplement vous dire qui il y a dans votre répertoire, quoi. Et enfin, je t'aimerais juste, pour les amateurs de lignes de commande, un peu de code, vous avez quelques petits tools. Il y en a un qui s'appelle Ignorant, de Palenat, qui permet en fait de regarder avec un numéro de téléphone si ce numéro est lié à un compte Snapchat, Amazon ou Instagram par exemple. Donc ça peut toujours être utile pour avoir des pivots éventuels dans nos investigations. J'ai une anecdote pour toi que tu vas aimer, parce que Truecaller, en fait, toutes ces informations, il faut savoir aussi qu'elles sont renseignées par les utilisateurs, comme tu l'as dit. Sûr. Donc c'est pas forcément vrai, les informations qui ressortent. Et une fois, ça je l'ai dit pour la première fois à face caméra, tu avais une personne en fait,
je vais pas dire dans quel cadre, mais il avait emmerdé une association, disons, et il voulait absolument savoir qui c'était. Mais pas pour le faire du mal, bien au contraire, parce qu'il voulait pas porter plainte à la police pour éviter, parce qu'il pensait savoir qui c'était. Et c'était un nouveau numéro qui venait d'être enregistré, donc aucune information sur Internet. D'après toi, comment j'ai eu l'information? Sur cette application, du coup, visiblement. Non, parce qu'elle passait pas. Elle passait pas. Ben, c'était un nouveau numéro. C'était un nouveau numéro. T'as eu quelqu'un, peut-être, je sais pas, chez Orange ou chez le fournisseur. Presque, c'est ça, presque. Après, on n'est plus dans l'OSINT, non. Disclaimer. Mais ça fait pareil, c'est de la reconnaissance. En fait, ne faites surtout pas ça, les gars. Ne faites surtout pas ça. Et ils vont faire que ça. Non, mais en fait, je suis allé pour payer ma facture parce que j'ai vu qu'on avait le même fournisseur de services. Donc, je suis allé pour payer ma facture, mais dans les petites, tu vois, les petits kiosques où tu peux payer ta facture. Et en payant ma facture, j'ai dit, est-ce que je peux payer la facture d'un pote? Il m'a dit oui. Je lui ai donné le numéro et il m'a confirmé le nom. Okay. Et c'est comme ça que... Ça, tu fais ça dans certains pays, mais en France, c'est pas possible. Pas possible. Justement, en parlant de la petite anecdote dont je viens de te parler, quelles sont les limites aujourd'hui de l'OSINT en termes légaux? Déjà, on peut voir qu'on ne sait pas vraiment à qui on donne nos données, où est-ce qu'elles peuvent être stockées et où est-ce qu'elles vont finir surtout. Mais les limites concrètement, ça va être utiliser les data d'un leak, exploiter un mot de passe qui est compromis par exemple, exploiter la mauvaise configuration d'un serveur, donc s'introduire dans un système d'information. Là, on n'est plus dans l'OSINT. C'est vraiment post-OSINT. Là, c'est... Nous, on fait pas ça, en tout cas. Nous, on a cette limite qui est éthique, qui est légale. D'autres pays le font sûrement, ou d'autres services peuvent le faire. Mais en revanche, nous, on va toujours... nos missions vont s'inscrire dans un cadre juridique. On va avoir ces considérations-là, on va avoir une lettre de mission, on va avoir une légitimité, un cadre légal. Voilà. Mais ça peut être aussi consulter des fichiers confidentiels, consciemment. Donc, ça, c'est interdit. Si on voit... Lorsqu'on fait par exemple du dorking, on arrive sur un document et on voit que c'est écrit confidentiel dessus. Bon, par hasard, on est tombé dessus, ou en tout cas, on a conscience qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à cette information, on va sortir. Voilà. Ou même plus largement, les limites, c'est avoir une utilisation malveillante de l'OSINT. Donc, s'en servir pour faire des attaques personnelles, du social engineering, du doxing ou du stalking. Ça, c'est vraiment les limites. Et encore une fois, ce n'est pas de l'OSINT. On va finir par des conseils de lecture. Est-ce que tu as des conseils de lecture pour la communauté? Oui. J'ai ramené 2 livres. Ou plutôt, j'ai ramené une Bible qui s'appelle... Ouais, sacré pavé. Hein. Donc ça, c'est le livre de Michael Bazzell que je recommande à tous. Il ne faut pas le lire comme un roman, bien évidemment, mais plus comme un guide lorsque vous cherchez quelque chose qui est uniquement en anglais, mais qui est pour moi la Bible de l'OSINT quand on souhaite démarrer, notamment, ou si on souhaite des ressources. Il est vraiment très riche, c'est la 10e édition, il coûte environ je crois 44 €. Ça va. Et vraiment je le recommande. Et vous avez également le livre OSINT Enquête et terrain numérique de la revue Hérodote que je vous recommande, qui regroupe pas mal de journalistes, de chercheurs, mais pas que, qui est vraiment, vraiment formidable, en plus ça se lit très bien, qui coûte 22 € seulement. Et enfin, je vous ai parlé tout à l'heure d'un livre blanc qui devrait sortir. Donc, j'espère qu'il sera sorti au moment de cette vidéo. Aussi. Et on mettra le lien dans la description. Et je vous invite vraiment à tous de le prendre comme un guide initiatique à l'usage de l'OSINT, comme un guide de bonne pratique, en tout cas. En tout cas, Steven, ça a été un plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Franchement, j'ai beaucoup appris et je pense la communauté aussi. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Je vais dire OSINT for good. OSINT for good, c'est le dernier mot. Est-ce que tu aurais des réseaux sur lesquels on pourrait te suivre? Oui, moi je suis sur Twitter, Steven_DFS. Donc je partage souvent des actualités en lien avec l'OSINT, etc. Donc ne pas hésiter, si vous voulez me faire un DM, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. On se quittera sur ce message, n'hésitez pas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on commente, on s'abonne, on partage. Je vous dis à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!